Ok, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. Ben, on vous l'avait dit, on va se lancer sur une première analyse de projet. Vous le voyez, je suis déjà sur le site de la première brique sur lequel on va analyser ce premier projet. Ben, vous le savez, c'est une plateforme qui soutient, finance des projets de marchands de biens, petits, gros, moyens, tout type de projet avec une grosse et forte collecte, notamment ces dernières semaines et ces derniers mois. Et donc, on va aller voir ce premier projet qu'ils ont présenté, qui va être mis en collecte à partir du 2 janvier. Donc, ce projet s'appelle les Persanes 2. On va revenir là-dessus pour comprendre un petit peu pourquoi il s'appelle les Persanes 2. C'est qu'il y a certainement un Persane 1. C'est un projet qui est dans les Landes, du côté de Dax, avec un projet de découpe. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. J'ai déjà préparé quelques éléments. On va passer en revue eh bien, le projet avec la fiche d'information du projet qui est très complète. Et c'est très agréable d'avoir ça. Et donc, du coup, bah, on va donner simplement notre avis là-dessus avec ben, plutôt un go, un no-go de notre part, sachant qu'on va investir nous-mêmes bah, des fonds dans ces projets-là pour faire tourner également notre trésorerie et pouvoir montrer bah, qu'on est impliqué là-dedans. Donc l'idée, ça va être de décortiquer le projet un petit peu plus en détail que ce que vous pouvez avoir dans la fiche, essayer de comprendre un petit peu la mécanique du côté marchand de biens et de voir bah, ce que ça peut vous apporter pour vous éclairer dans vos investissements. Bah, si vous souhaitez investir sur ce projet avec la première brique, bah, je vous le rappelle également, vous pouvez bénéficier d'un code promotionnel de 2% de supplémentaire sur votre premier investissement. Donc là, bah, sur ce projet, on est sur 12%, donc vous êtes à 14%. Donc si vous voulez investir, bah, il suffira de vous inscrire sur la plateforme avec le code que vous allez pouvoir trouver juste ici, hop, dans les parrainages. Et donc le code c'est UHQSG7. Donc UHQSG7, je le mettrai également en description. Inscrivez-vous sur la première brique grâce à ce lien et vous bénéficierez de 2% supplémentaires sur votre premier invest. Donc 14%, c'est pas mal. Donc le projet, donc on va le faire défiler. Donc ça, c'est la fiche type d'information de la première brique. Alors je vais mettre la tête et l'écran juste ici, ça sera peut-être un peu mieux. Hop, on va pas se mettre en trop grand, comme ça c'est parfait. Donc c'est quoi? Ben, c'est un projet qui se situe à Dax dans les Landes, ensemble immobilier en centre-ville, avec une réalisation qui va se faire en 3 temps. Donc acquisition en 3 étapes, avec à chaque fois ben, de la rénovation et de la division en différentes tranches. On avait déjà eu un premier financement il y a quelques mois. Le projet est porté aujourd'hui par la même personne, qui est Jean-Christophe Rivière, 53 ans. Expérience dans l'immobilier, notamment en promotion immobilière, plusieurs groupes de promotion. Il s'est lancé à son compte dans la promotion et dans l'activité de marchand de biens. Il s'est tourné sur le crowdfunding aujourd'hui pour financer eh bien, l'acquisition et les travaux, donc 855 000 euros, chiffre d'affaires prévisionnel de 1,65 million, donc marge d'environ 26% du chiffre d'affaires après le financement. Donc la marge déjà, pour y revenir, elle est assez intéressante. Car on est sur 12 mois de financement avec du crowdfunding, on est sur 12% d'intérêt plus les frais de dossier de la première brique. Donc malgré tout, obtenir 26%, bon, il va falloir amener le projet jusqu'au bout, mais c'est une marge qui est quand même plutôt confortable pour le porteur de projet. Donc qu'est-ce que compte faire cet opérateur? Ben, il compte emprunter 760 000 euros et l'opérateur, Jean-Christophe Rivière, compte investir 95 000 euros 0,24. Voilà. Durée entre 6 et 18 mois, étant donné qu'il y a des travaux, le 12 mois semble quand même relativement cohérent. Donc il y aura des inscriptions hypothécaires qui vont être prises parce que bah, il fait un financement total par le biais du crowdfunding, donc on a des garanties qui sont plutôt intéressantes. Une caution personnelle du porteur de projet et une GAPD, donc une garantie à première demande au niveau de sa société holding, mais on va y revenir un petit peu après. Donc, ils nous ont fait une synthèse. Moi, la synthèse, je la prendrai sur la fin et on verra un petit peu si on est en accord avec la synthèse qui est proposée. Donc, on est du côté de Dax, on est en plein centre. L'adresse, je vais vous la revoir après. Vous pouvez voir un petit peu les bassins économiques. Bon, on sait que c'est une ville très prisée qui est à proximité, franchement, de toute la côte. Oui, Bayonne, Biarritz, pas très très loin, Cap-Breton, Esgor. Donc c'est vraiment un endroit qui est assez prisé par rapport à cela. Donc l'emplacement, il est ici, on est au 1 avenue de la République, 4 rue Thor. Alors je sais pas pourquoi j'ai confondu les deux adresses là, mais si on le rebascule là-dedans, 4 rue Thor, hop, on va tomber directement sur le bien immobilier. Donc grâce à notre cher Google Street View, est-ce qu'on y est? Oui, tout à fait. Donc l'ensemble immobilier, il est à côté de ce rond-point, c'est l'ensemble immobilier qu'on voit ici.
Hop. Donc il est en angle de rue et il va jusqu'au bout. Donc a priori, on reverra les photos. Donc là, on voit que c'est une ancienne charcuterie, boucherie. Donc là, il a pu afficher des panneaux pour commercialiser déjà. Et donc en gros, bah, il a repris cet grand ensemble immobilier. Donc la boucherie est fermée. Il a dû racheter ça peut-être aux propriétaires des murs, peut-être ceux qui étaient les bouchers, ou pas. Et il va diviser, découper, rénover et revendre à l'issue. Donc au niveau de l'emplacement, au niveau de Dax, on n'est pas très très loin du centre-ville si vous regardez un petit peu, et la plaquette de la première brique est plutôt bien faite. Donc à côté, on a un gymnase, et je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, hop, c'est un collège. Donc il y a un collège juste à côté. On avait le centre-ville qui était à quelques minutes, bon c'est pas très très grand, hein, mais on a le centre-ville qui est hop, par ici, toute cette partie-là, qui est plutôt la partie centrale. Les arènes de Dax à proximité, pour ceux qui ont déjà fait des férias là-bas, vous devez connaître. Donc on est sur un projet qui est plutôt bien situé, des écoles à côté, des commerces à proximité. Donc ça c'est plutôt bon. Donc je vois que en termes de commerce, vous avez tous les éléments qui sont repris dans la plaquette, très très bien détaillé. Au niveau de la population sur Dax, on a une population de 20 000 habitants à peu près, avec principalement des personnes de plus de 65 ans qui sont la tranche majoritaire. Donc on a différentes typologies de biens. Donc ça c'est intéressant d'avoir un peu ce qui se vend et ce qui se fait dans les recherches parce que ben, on va voir si ça peut coller par rapport au projet du marchand de biens. Donc principalement des 3 pièces qui sont sur le marché entre 60 et 80 mètres carrés, plutôt des appartements que des maisons. Donc on a les visuels, donc vous voyez ici bah, les visuels dont on a parlé. On a le bâtiment qui fait l'angle, la partie gauche, le bâtiment jusqu'ici certainement. Au niveau de la devanture, et c'est ce que je vous disais, voilà, on le voit sur les photos, prochainement la Villa Aimée, des appartements type 1, 2, 3 avec des jardins privatifs. Donc ça, c'est typiquement des stratégies mises en place par des promoteurs, hein. Vous voyez souvent des panneaux d'affichage, etc. C'est plutôt rare sur des projets de marchands de biens. Mais forcément, bah, quelqu'un qui a de l'expérience dans la promotion immobilière va appliquer les stratégies de la promotion dans son activité de marchand de biens. Donc ça, c'était la première tranche sur laquelle il est en train de réaliser des travaux. Donc j'ai pu voir que le projet avait été financé il y a quelques mois. Acquisition, je crois, en septembre. Et puis les travaux sont en cours. Donc là, on a vu qu'il avait changé les huisseries. Il a fait une isolation. Il a dû refaire des cloisonnements et redécouper les appartements. Déjà sur une première partie. Donc là, on a le plan. Donc là, on est sur un plan avec un plan de découpe prévisionnel. Donc on va se retrouver avec un lot numéro 1, lot numéro 2 en vert, lot numéro 3 en bleu, lot numéro 4 en jaune, lot numéro 5 en orange et un lot numéro 6, si je dis pas de bêtises, voilà, qui est au-dessus en bleu également. Donc un grand lot dans l'angle entre l'avenue de la République et l'avenue de Thor, un lot numéro 2, un lot numéro 3, 4, 5 et 6 à l'étage. Voilà un petit peu pour les points, et ça c'est un plan un peu plus important, un peu plus grand, a priori, je pense, du premier étage également. Voilà sur les éléments, donc bah, les visuels du projet, bah, donc il a fait faire des visuels 3D de chaque projet pour essayer de voir un petit peu dans quelle ambiance on va se situer. On voit globalement les volumes, alors bon, c'est vrai que le détail du projet, on n'a pas la typologie de chaque appartement pour le moment là qui est détaillé avec les visuels de chaque appartement, les plans futurs de chaque appartement. Mais ça nous laisse à penser qu'en tout cas, il a travaillé son dossier. Euh, Au niveau bah, des chiffres, et on va reprendre un petit peu tout le bilan prévisionnel de ce marchand de biens, il fait une acquisition du foncier à 200 000 euros. 200 000 euros pour la surface globale qu'il va réaliser. On se retrouve avec un prix de 500 euros du mètre. Il y a des honoraires d'agence qui ont présenté le bien à ce marchand de biens, donc ils sont de 9 600. Des indemnités aux propriétaires. Alors, ces indemnités, elles peuvent être de différentes sortes. Ça peut être peut-être des pénalités parce qu'il y a eu un délai pour acheter, un peu long, ou peut-être une demande d'achat en plusieurs tranches, parce qu'on a eu une acquisition en plusieurs tranches. Donc ça, j'ai pas le renseignement là-dessus, sur cette indemnité, ou ça peut être potentiellement également peut-être des soucis au niveau du financement, je ne sais quoi. Mais ça arrive de temps en temps qu'il y ait des indemnités dues aux propriétaires. Donc elles sont à payer en plus les frais de notaire, frais de mutation réduits à 3%, donc on est à 6 000 euros. Ça fait un budget de 230 600 pour le foncier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir un budget de travaux. Un budget de travaux qui se retrouve à 342 805 euros. Donc 40% du montant global représente les travaux, 27% représente le foncier. Donc la clé de ce projet, ça va être de bien maîtriser ce prix-là,
et d'être certain qu'on ne va pas avoir de dépassement ou de débordement, mais parce que en fait, c'est une part prépondérante de ce projet. Au niveau des coûts de travaux, donc a priori, de ce qu'on comprend, il va faire une rénovation assez globale de l'ensemble immobilier. Il est sur un coût de 857 euros par mètre carré, ce qui est relativement cohérent. Euh, je pense qu'il maîtrise plutôt bien les prix et les coûts, sachant qu'on a également une délégation par une maîtrise d'œuvre des frais d'archi pour 39 980. Donc certainement que le maître d'œuvre, l'archi là-dedans, qui vont ont pu tirer les coûts des travaux vers le bas. On a des frais de raccordement, donc ça c'est pour Enedis, pour certainement les compteurs supplémentaires qu'il va rajouter, des frais de géomètre et de différentes études, sûrement des études de structure, peut-être des études thermiques, qui sont pour 13 800, un contrôle technique et de sécurité de 3 600 et des taxes pour 17 699 euros. Alors ça, je ne sais pas à quoi représentent ces taxes, peut-être des taxes foncières, ça me semble un peu élevé pour des taxes foncières, ou alors c'est peut-être la TVA sur les points, parce qu'on a une question de TVA par rapport à ça. Au niveau de l'aléa prévu sur les travaux, on est sur du 5% d'aléa. Bon, étant donné que les prix ont été travaillés par l'archi de la maîtrise d'œuvre, qu'ils ont été bien détaillés pour chacun des éléments, on a des parties communes qui vont être rénovées également, des menuiseries intérieures, d'extérieur, peinture et sol. Donc je pense qu'il va vraiment jusqu'au bout de son opération. Et eh bien, on a des prix qui sont quand même relativement cohérents. Au niveau ensuite des frais, il y a des frais d'agence qui prévoient à la revente. Donc ça va être charge à lui de les payer. Donc du coup, il va les prendre charge vendeur pour afficher des prix FAI en bas. Donc c'est les prix de vente FAI. La première brique avec des intérêts prévus va représenter 157 700. Donc on est sur un montant de 23% environ d'autres frais, qui sont les frais de financement et les frais d'agence à la commercialisation. Donc un budget total de 855 024 euros pour un prix de revient, un prix de vente pardon, qui est de 1 65 000 euros. Donc les surfaces qu'il va réaliser, on va avoir des T2, on va avoir 1, 2, 3, 4 T2, on va avoir un T1, on va avoir un T3. Au niveau des T2, on a des T2 qui sont entre 44 et 60 mètres carrés, donc c'est relativement cohérent. C'est vrai que je pense qu'il a dû essayer d'optimiser, parce que on voit qu'il y a un 63 mètres carrés, un T3, donc je pense que le T2 de 60 mètres carrés, il n'a pas forcément pu réaliser deux chambres, parce que c'est vrai que c'est un grand T2, donc je pense qu'on aura la possibilité, il n'a pas eu la possibilité pardon, de pouvoir faire un T3. Sur le T3 de 60 mètres carrés, on voit pas que c'est rénové, donc je pense qu'il va le laisser brut. Le local commercial également au rez-de-chaussée, a priori n'est pas rénové, donc certainement qu'il sera brut. On voit que le prix de revente sur le local en rez-de-chaussée est relativement faible, étant donné qu'on va avoir une décote à appliquer sur ce type de biens qui ne se vendent pas au même prix qu'un appartement. On voit également que, eh bien, on a un T2 rénové à 60 mètres carrés qui est à 195 000, alors que le T3 est à 205. Mais je pense qu'il y a des rénovations à faire dessus. Donc sur le bilan, on a eh bien, 280 000 euros 479 de marge parce qu'on a de la TVA récupérable. Donc ça veut dire qu'il va eh bien, assujettir son opération et choisir de passer en régime de TVA sur marge, a priori sur son opération. Donc je n'ai pas confirmé ces points-là, mais s'il l'a choisi, c'est certainement que c'est le système qu'il a choisi d'opter. On se retrouve avec une marge, donc c'est celle qui était cohérente par rapport aux chiffres annoncés avant. Donc ça, c'est important pour l'analyse d'un projet, d'avoir de la cohérence dans les chiffres et qu'on retrouve les mêmes éléments. Donc ce chiffre d'affaires, on imagine peut-être que même si on avait des prix qui baissaient de 10-15%, bien, il nous permettrait d'avoir toujours de la marge et potentiellement de la sécurité en fait sur notre financement. En tant qu'investisseur, financier sur le projet de marchand de biens, on va toujours avoir de la marge par rapport à ça. Alors au niveau du déroulement de l'opération maintenant. Eh bien, dans ce cadre de cette opération, Jean-Christophe il a signé une promesse en août 2023 pour un foncier situé au 1 avenue de la République, 4 rue Thor à Dax. Prix de foncier, on l'avait ici. Et un coût de revient, ok, ça c'est les mêmes éléments au moment de la signature. Donc ça c'est important de savoir qu'est-ce qu'on avait en état actuel des choses. Un local commercial au rez-de-chaussée et une partie destinée au logement également au rez-de-chaussée et au premier étage, la suite du logement qui comprend 8 chambres et un accès au comble. Et donc, du coup, c'est ce logement au premier étage qui va être rénové, revu et retravaillé par la suite. Donc, on est sur une opération de division de bâti, c'est-à-dire du bâti existant qu'on va rediviser dans un immeuble avec des travaux de seconde œuvre
avec des travaux qui vont être réalisés en intégralité par une entreprise générale et une maîtrise d'œuvre qui assurera la gestion et le suivi de chantier. Donc en gros, c'est pas lui, il va déléguer la gestion du chantier, la réception du chantier, le suivi à quelqu'un qui est sachant, un maître d'œuvre qui va pouvoir l'accompagner là-dessus et pouvoir valider un petit peu tout ce qu'il fait. Donc il va permettre la rénovation, on a d'accord, division, remettre les appartements au goût du jour, fraîchement rénovés. Donc certainement qu'il y aura un travail sur les DPE, donc c'est pas précisé, mais je pense que vu qu'il avait isolé sur la première partie, on avait les photos, je pense qu'il ira dans le même sens. C'est tout à fait d'actualité d'aller dans ce sens-là. Au niveau de l'urbanisme, eh bien, on est sur de la division de bâti, on n'a pas d'autorisation d'urbanisme à demander. On doit simplement respecter les prescriptions d'urbanisme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les lots proposés à la vente sont déjà présents au cadastre. Il n'y a pas de changement de destination, il n'y a pas de superficie de créer, pas d'impact visuel extérieur, donc il ne fait pas de surélévation, de changement de disposition, de toiture ou autre. Et donc, il n'a pas d'autorisation d'urbanisme à demander. Il a validé la faisabilité au niveau du PLU dans sa zone, c'est ce que je vous disais, on doit être conforme au PLU. Et donc, bon, ça évite des délais et ça évite des potentiels aléas, des recours, etc. Au niveau de la commercialisation, c'est un petit peu le point qui pêche dans ce dossier, bah, c'est que forcément, il va faire une division rénovation-revente. Donc en l'état actuel des choses, on est sur une commercialisation à 0%, ni en volume, mais ni en chiffre d'affaires. Euh, il réalise ce projet en plusieurs tranches, c'est-à-dire qu'il a fait une première tranche, et c'est ce qui est mentionné dans la plaquette ici, une première tranche sur laquelle il est déjà en travaux. Et donc ils ont montré sur les précédents retours des photos de ces travaux et de l'avancée de ces travaux. Et donc bah, du coup, vu que les travaux ont avancé, il peut se permettre d'acheter la deuxième tranche avec le financement toujours de la première brique, sur laquelle il va faire des travaux, avancer dessus, et potentiellement, en fait, il va pouvoir revendre la tranche 1 pendant qu'il est en train de faire la tranche 2, et ainsi de suite. Donc le but, c'est d'avoir un minimum d'endettement au cours de l'opération, de sorte que les délais puissent être respectés par rapport à ses engagements auprès de ses financiers, et pour lui, de limiter ses coûts de portage. Donc voilà, c'est ce qu'il mentionne d'ailleurs. Il a installé une devanture, il a réalisé un site web, donc ça c'est quand même des bons points. Il a de l'intérêt, mais certainement que l'intérêt va venir de plus en plus au fur et à mesure de l'avancée des travaux et de la finition potentiellement des travaux. Les gens arriveront beaucoup plus à se positionner. Donc au niveau de l'étude de marché, le prix de revente envisagé est de 3282 pour les appartements. Le local commercial, comme je vous le disais, il est vendu moins cher à 1062. On est plutôt sur des prix hauts sur DAX. On le voit sur le schéma, donc j'aime bien ce schéma là qui est proposé par la première brique. Donc en gros, vous avez les prix hauts et les prix bas en net vendeur sur les différents sites. Donc baromètre des notaires, Efficity, Meilleur Agent, Immobilier Le Figaro, Se Loger, Net Vendeur. Prix bas, prix haut. Vous avez donc du coup les prix moyens au niveau du marché. Et puis vous avez le prix prévisionnel de sortie de l'opération. Donc là, on se situe plutôt proche des prix hauts, voire au-dessus si on est sur le baromètre des notaires. 3282, même s'il y a des prix qui sont plus hauts sur certains sites, comme sur le Figaro ou sur Netvendeur. Pourquoi il vise ces prix-là? Eh bien, parce qu'il va avoir des biens rénovés, situés en hypercentre, et pour lui, bah, ça lui semble des prix tout à fait cohérents. D'un point de vue aussi marketing, hein, si on regarde la grille de vente proposée, c'est-à-dire les prix, eh bien, on est sous les 200 000 euros pour le 60 mètres carrés, on est à 165 000 donc, pour le 50 mètres carrés. Donc pour ces deux biens-là, on va être, alors sur celui d'en dessous, 165 000, on va être en dessous des 200 frais d'agence, frais de notaire compris. Sur celui-là, on va dépasser un tout petit peu les 200 000. Ici, on sera aux alentours de 160 000, 155 000 ici, et le petit logement, on sera à moins de 100 000 euros. Donc c'est des petits prix qui doivent peut-être potentiellement plus facilement trouver preneur que des opérations avec des gros montants. On a plus de potentiels acquéreurs. Donc c'est un secteur qui a bien augmenté. On a déjà ailleurs des marchands dans le cercle qui ont déjà fait des opérations dans ce secteur-là. Effectivement, c'est plutôt bien vendu. Beaucoup de propriétaires, en tout cas plus de la majorité des propriétaires à DAX par rapport aux locataires. Et l'évolution du marché, donc voilà, c'est 53% d'augmentation entre 2018 et 2023. Donc c'est vraiment assez important comme traction sur le secteur. Ça se répercute. Alors ici, on voit l'évolution entre octobre 2022 et octobre 2023. Donc voilà, on est passé de 2630 euros du mètre carré à 3410 euros du mètre carré en octobre 2023. Ça, c'est pour les appartements de T3. Donc ouais, les études sont vraiment super bien faites, ça c'est hyper appréciable. On a les mêmes études pour Studio AT3. Là, on était Studio AT3
à proximité de l'ensemble, évolution des prix de vente. Alors c'est pour les prix de vente. Donc là, on n'est plus en prix mètre carré. Donc on est entre 140 et 155. Donc on est aux alentours de 155 000 pour des prix de vente dans un rayon de 150, de 500 mètres autour de cet ensemble immobilier. Donc on est assez cohérent par rapport à ce qui est annoncé. On a d'autres études qui sont faites avec l'évolution du prix sur un an, les prix moyens, les dates de publication, etc. Donc ça permet de conforter certainement l'analyse du marchand et ça vient contreventer en fait le projet proposé par le marchand. On va avoir également les annonces comparables actuellement en ligne. Donc si on regarde un petit peu les biens qui sont en vente ou les biens qui se sont vendus. Donc ici à gauche les biens qui sont vendus, donc à proximité. Donc là c'est notre bien et on a des biens qui sont à proximité parce que je pense que là ça doit être un rayon relativement faible. On a des appartements. Alors ici, on va voir un 35 mètres carrés qui s'est vendu à 96 000 euros, un 37 mètres carrés, 87 000 euros. Alors on est en 2022. Il y a peu de transactions, il n'y a peut-être pas de transactions en 2023 dans ce secteur-là. Et pour tout vous dire, les transactions de 2022 et le marché de 2022 versus celui de 2023 a bien changé. Donc ce qui aurait été sympa, c'est d'avoir un peu plus de références récentes pour pouvoir conforter. Là, on est un peu plus bas en termes de prix, mais on n'a pas non plus l'état du bien et les états des biens dans lesquels ils ont été vendus. Donc si c'est des biens qui sont à rénover à ces prix-là, eh bien évidemment, ça ne sera pas la même chose que si c'est des biens qui sont déjà rénovés. Et sur les annonces qui sont en cours, on voit que les prix sont quand même vachement plus hauts. On a même des appartements, alors appartements de luxe là qui est à 4800 du mètre. Bon, c'est un 91 mètres carrés, donc le prix doit être assez élevé, 439 000. Sinon, les biens ont dû être pris un peu en termes de comparables. Donc, on a un bien en centre-ville de Dax qui est à 76 600, 24 mètres carrés. Nous, de mémoire, on était sur du 80 000 euros pour l'appartement de 25 mètres carrés, mais rénové. Donc là encore, pour se faire une idée du marché, c'est assez cohérent. L'idée, c'est de se dire, est-ce que le porteur va être capable de mener le projet à bien? Et c'est là où on arrive à l'opérateur. Donc l'opérateur, c'est ce monsieur-là, promoteur marchand de biens, 25 années d'ancienneté dans l'immobilier à travers différents groupes. Donc ça, c'est important parce qu'il a travaillé dans des grands groupes de promotion. Il a fait un cursus d'ingé école de commerce, non, pardon, pas d'ingé, formation juridique et école de commerce. Il a fait du commissariat aux comptes, il a basculé dans l'immobilier et il a travaillé ensuite chez Angelotti, Bouygues, filiale promotion de la Société Générale, et il s'est lancé en 2022 à son compte avec la société YNS Promotion. Il a plusieurs opérations de promotion et de marchand de biens, et la société qui va être financée a priori, c'est la société Montesquieu Immobilier. Elle est présidée par ces mêmes personnes, qui détient par le biais de sa holding, YNS Holding, cette société, et c'est cette SAS qui détient l'opération et qui va la réaliser. Pardon. C'est également cette société qui a porté la première tranche des travaux. Donc il a la même société qui a acheté la tranche 1, puis la tranche 2. Ce qu'on n'a pas, c'est le nombre d'opérations qu'il a en cours sur cette société. Donc je ne sais pas s'il a d'autres opérations en parallèle. Et quand j'avais regardé également, on a regardé son organigramme, on voit qu'il a une filiale de promotion. Est-ce qu'il a des opérations? Ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir pour savoir un petit peu la quantité de travail, entre guillemets, et de volume d'affaires qu'il a prévu de générer, le volume d'encours qu'il pourrait avoir au global. Là, on connaît que sur cette société, ces projets-là. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être sympa à avoir au moins en déclaratif. On voit les expériences de sa société. Il a participé, pardon, à la promotion, à la construction de ces différents ensembles immobiliers, donc un domaine à Nîmes, un immeuble à Montpellier, un deuxième immeuble à Montpellier, à Canet-au-Roussillon, un autre projet. Donc la gestion de projet, ça c'est quand même un point fort et c'est une capacité importante qu'a le marchand de biens à gérer les projets. On est plutôt rassuré quant à cette expérience-là et cette activité. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient au sein de la promotion immobilière dans ces boîtes-là, mais certainement que s'ils en parlent, c'est qu'ils devaient avoir une activité quand même assez de gestionnaire, en tout cas de ces projets-là. Au niveau des garanties, eh bien, on va avoir trois garanties qui sont données dans cette levée obligataire de la première brique. La première chose, c'est une garantie hypothécaire. Donc, on va prendre une garantie hypothécaire sur l'actif. Et ce qui est important à prendre en compte, parce qu'on pourrait se dire, ah, mais la garantie, elle n'est pas complètement couverte, etc. Eh bien, c'est qu'ils vont décaisser uniquement au départ 260 000 euros chez le notaire pour le foncier. Donc, il y a une garantie hypothécaire à 74%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, eh bien, écoutez, si jamais on donne ces 270 000 et qu'il ne va pas jusqu'au bout, on ne les récupérera pas complètement. Par contre, on pourrait se dire, mais les fonds supplémentaires, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin que de 270 000, il a besoin de
si je dis pas de bêtises, 700, combien on était? 760. Où vont les autres sous? Où vont les autres fonds? Eh bien, les autres fonds, ils vont être décaissés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur présentation des photos et factures, pour s'assurer que le niveau de couverture est maintenu, voire même est positif. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure qu'il va faire des travaux, le marchand de biens va créer de la valeur sur le bien prend de la valeur, et du coup la garantie qui est prise sur cet actif va être meilleure. Et ça, c'est vraiment une chose qui est importante. Alors même j'aurais pu indiquer, si j'avais été peut-être côté financeur, de demander en fait des attestations par le maître d'œuvre de l'avancée du chantier. Comme ça, on aurait eu un document officiel plus que des photos et des factures. Mais je pense que c'est quand même, malgré tout, très bien organisé par rapport à ça. Souvent, ce qui est fait, c'est ce qu'on appelle un compte centralisateur, c'est-à-dire un compte sur lequel l'argent de l'opération va circuler, comme avec une banque, et tout l'argent de l'opération qui est décaissé par la banque ou par le crowdfunder doit passer par cet endroit-là, validé sur facture. On a une garantie à première demande également sur la holding. Donc la holding, c'est une société qui est au capital de 1 million d'euros, donc relativement fortement capitalisée. Donc c'est une GAPD de 912 000 euros qui permet en fait, s'il y a un défaut, de contacter cette société pour demander le remboursement. Et on a également une caution personnelle de ce chef d'entreprise. Ils disent que l'analyse patrimoniale du porteur de projet au regard de ses liquidités et de son patrimoine net a permis d'établir la cohérence de cette garantie prise dans le financement de les opérations. On n'a pas plus de détails que ça. Après, il faut comprendre que on est sur un financement d'un professionnel. Il n'a peut-être pas sur une plaquette la nécessité d'étaler tout son patrimoine et tout son cash forcément dispo. On sait en comprendre, mais bon, je me doute qu'ils ont mené un travail de due diligence au niveau de cette partie-là. Sur la société sur laquelle il y a une garantie, alors maintenant il y a les bilans de toutes ces sociétés-là. Il y a une société qui a un capital de... Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de regarder un petit peu les opérations ou les bilans en cours. Bon, il n'y a pas grand-chose. Elle a un chiffre d'affaires qui a fait 90 000 en 2022, 20 000 en 2021. Sur la partie capital social, c'est là où je t'ai étonné un petit peu, mais j'ai demandé, j'ai eu ma réponse qu'on a 1000 euros de capital social alors qu'il est annoncé à 1 million. Donc a priori, ce sont les sociétés ou les parts de la société YNS Promotion qui ont été validées. Donc on a eu un rapport du commissaire aux apports. Et donc ça, c'est ce que j'aime bien aussi, je vous le dis avec la première brique, c'est quand vous demandez et vous sollicitez l'entreprise pour avoir des éléments de réponse, il vous les donne. Et donc dans ce cadre-là, c'est comme ça que j'ai eu l'information. Donc on n'a pas l'air d'avoir véritablement de dette obligataire autre sur cette société, mais bon, en même temps, c'est la société holding du porteur de projet. Potentiellement, il aurait fallu avoir les infos sur Montesquieu Immobilier, la société qui va vraiment porter l'opération de marchand de biens, savoir s'il y avait d'autres opérations en cours. Donc on a des créances clients, un petit peu de stock. Bon voilà, pas d'éléments particuliers, c'est une société holding assez classique d'un opérateur immobilier. On a parlé des garanties du projet, du visuel du bien à l'acquisition et la structuration du financement. Donc globalement, cet opérateur va apporter les fonds à YNS Holding, YNS Holding qui détient Montesquieu, et la première brique qui vient en complément pour financer cette opération. On est sur un durée entre 6 et 18 mois. Alors je pense que compte tenu des travaux, malgré tout, on va avoir un délai de travaux qui va être peut-être de 6 à 8 mois, et derrière une commercialisation. Alors même s'il avance sur la commercialisation en même temps que les travaux, une sortie de projet à 12 mois, c'est peut-être ambitieux. On n'a pas trop d'éléments sur la durée de l'opération en termes de travaux. Mais ça nous donne un peu déjà des éléments. Euh, bon, peut-être que 12 mois, je suis un peu pessimiste en disant j'ai peur que ça ne soit pas tenu. On a bien vu que le bilan financier était fait sur un financement de 12 mois. Donc même si on passe sur un financement qui est un peu plus long, admettons de 18 ou de 24 mois, on aurait encore de la marge parce qu'en fait ça ferait baisser que de 10% supplémentaire, 12% supplémentaire. Donc ça semble totalement cohérent. On a des garanties sur l'opération, on arrive aux éléments, donc on peut investir différents types de projets. Voilà un petit peu les points qui sont prévus. Lancement de la tranche 1 qui a été fait en juillet, la signature de la promesse en août, ça c'est pour la partie numéro 2. Il lève les fonds en janvier 2024, il fait l'acquisition et il prévoit de revendre un an plus tard. Et si jamais il y a un aléa, 7 mois supplémentaires pour arriver en juillet 2025. Voilà un petit peu l'analyse du projet. Donc si on revient, je vous avais dit on allait revenir sur la synthèse. Donc hop, revenons tout là-haut au niveau de l'opération et de la synthèse. Donc ils indiquent que
La stratégie de revente est cohérente, c'est-à-dire de faire des appartements plutôt T2, T3, il y a le local commercial en rez-de-chaussée. Oui, les prix de vente sont relativement cohérents par rapport à ce que j'en ai vu et ce que j'en connais du secteur, ce qu'on a pu analyser par rapport au prix de sortie, par rapport au niveau de rénovation qu'il va faire. Il a indiqué un succès commercial de la première tranche. Alors ça, j'ai pas d'infos parce qu'on n'a pas d'infos sur à quel point c'est signé, à quel point on a des offres d'achat pour la première tranche. De ce que j'ai vu, c'est qu'il avait avancé les travaux et qu'il avait de l'intérêt, mais pour l'instant, le succès commercial, je ne sais pas si on peut être complètement certain par rapport à ça. La marge confortable, je suis tout à fait d'accord, 26%. C'est vraiment une très belle marge sur une opération de ce type-là. Un prix de sortie inférieur au prix médian constaté sur les environs, bah, ça c'est effectivement un point également, et ça va avec la stratégie de revente qui est cohérente. Pour moi, les deux derniers points sont les principaux, c'est-à-dire que c'est une localisation qui est vraiment très pertinente au niveau de l'immobilier à Dax. Donc on a quelque chose qui est très bien en centre-ville, sur un petit ensemble très mignon. Donc ça c'est très bien. Et le deuxième point, bah, c'est l'expérience importante du porteur de projet, parce que effectivement, ça a beau être peut-être ses premières opérations en nom propre, enfin en nom propre, détenues par ses sociétés à lui uniquement et pas par ses groupes de promotion, mais c'est quelque chose qu'il a déjà expérimenté auparavant et ça augmente quand même globalement les chances de succès. Donc ça, c'est vraiment les deux points qui sont importants. Alors quels sont les points faibles? La couverture hypothécaire faible à l'acquisition. Alors oui, effectivement, il n'y a pas une couverture complète. Cependant, le fait, et c'est ce qu'ils indiquent, le décaissement des fonds au fur et à mesure de l'avancée du projet, ben, c'est relativement cohérent. C'est-à-dire que en fait, on va créer de la valeur au fur et à mesure des travaux. Ces travaux sont suivis par un maître d'œuvre. Peut-être que voilà, si on avait eu un peu d'éléments sur la maîtrise d'œuvre aussi, ça pourrait être important. C'est quelque chose qui est toujours un plus d'avoir le plus de documents pour se faire son avis. Mais du coup, la couverture hypothécaire va augmenter au fur et à mesure de l'avancement du chantier, et ça, c'est un bon point. Société de projet récemment constituée. Alors oui, il n'y a pas d'historique sur cette société, mais il se lance dans l'activité, donc c'est normal. En même temps, il a déjà une holding qui est fortement capitalisée. Il a une autre société qui a des projets de promotion. Moi, la seule chose que j'aurais bien aimé, c'est avoir les autres opérations en cours potentiellement, autant promotion que marchand de biens. On les a pas. Par contre, la garantie à première demande de la société holding sont quand même assez cohérente et assez costaud. La charge travaux qui est importante. Oui, effectivement. En tout cas, on a beaucoup plus d'aléas potentiels. Et bah, c'est compensé par le fait d'avoir pris un archi, un maître d'œuvre. Alors je ne sais pas si c'est la même personne, parce qu'il y en a qui peuvent le faire, ou c'est une maîtrise d'œuvre complètement d'exécution complètement autre. Mais effectivement, ça va permettre de gérer les aléas travaux et les soucis potentiellement durant le chantier et d'éviter que les prix augmentent. Le dernier point, bah, c'est l'absence de pré-commercialisation, donc ça c'est certain. Euh, Bah, il fait un projet de division, un projet de revente in fine après rénovation. On ne peut pas avoir de commercialisation euh, au démarrage. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis? Bien, il y a une mise en place d'une devanture commerciale, un site web, donc ça, je vous en ai parlé, et le porteur de projet avec une hausse du taux à 12%. Donc, en gros, le coût de financement est de 12%. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi une garantie pour les investisseurs ou une solution pour les investisseurs, effectivement. Mais c'est pas quelque chose qui est une réelle garantie en contrepartie de ce point faible. Je pense que peut-être ce qui aurait pu être envisagé, c'est d'envisager de faire une VIR, une vente d'immeubles à rénover sur ce type de bien, peut-être d'avoir la possibilité de pré-commercialiser pendant une certaine durée, mais ça aurait été un autre projet. Peut-être qu'il n'avait pas la possibilité de le faire par rapport au vendeur, par rapport à lui, ses compétences et sa facilité à gérer le projet, et qu'il a préféré partir là-dessus. Mais c'est certain que actuellement, c'est quelque chose qui est un petit peu plus négatif ou un peu plus un point faible sur l'opération. Donc je suis relativement d'accord avec bah, l'analyse globale qui en est faite. Donc on a un beau projet sur Dax sur lequel on est plutôt favorable compte tenu de la marge, compte tenu de l'emplacement et de l'opérateur. Une maîtrise du risque et de l'aléa travaux par la maîtrise d'œuvre et par l'expérience du porteur de projet également, parce que ça va certainement aider. On va avoir des prix qui sont quand même faibles en numéraire. On est sur des prix qui sont inférieurs à 200 000 euros, donc avec une plus grande facilité à sortir ces opérations. Il va falloir tenir un focus important sur la durée du chantier et surtout sur la capacité à commercialiser rapidement. Notamment le local commercial au rez-de-chaussée qui a pas le plus gros budget, mais qui pourrait être une épine dans le pied sur l'opération. Mais certainement que les lots devraient bien se vendre, notamment les petites surfaces. Donc on en a fini pour cette première analyse de projet. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, plus que vous aurez pu avoir des informations supplémentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, à les mettre sous cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre et on analysera de prochains projets.
sur cette chaîne YouTube du Cercle MDB, la chaîne des marchands de biens qui font des opérations. On accompagne, on forme des marchands de biens à se lancer ou à accélérer dans leur activité. Et si vous êtes intéressé pour ça également, ou pour investir sur des projets de nos membres, n'hésitez pas à nous suivre et on vous donnera plus d'informations dans de prochaines vidéos. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse, peut-être sur la première brique, peut-être sur une autre plateforme, ou peut-être si vous êtes un marchand de biens et que vous voulez qu'on audite vos opérations, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt, salut et bonne vidéo, bons investissements. Nous, sur ce projet, on va y aller. Et je vous rappelle une dernière chose, j'avais oublié, j'ai pas encore l'habitude. Si vous souhaitez investir sur la première brique, le code ici, UHQSG7, vous bénéficierez sur votre premier investissement de 2% supplémentaires. Donc là, on était sur un projet, je vous le rappelle, à 12%. Donc un projet à 12%, plus 2, vous serez à 14%. Ça sera plutôt pas mal. Donc si vous voulez investir, n'hésitez pas. Bon projet, à bientôt, salut.